Bonjour à tous, Lorraine Pro. Donc vous voyez, je suis INRAE, UMR s'adapte. Je suis agronome et vous allez voir, je manipule aussi des concepts qui viennent des sciences de la conception. Je vais vous expliquer ça un peu mieux. Et donc, Romain m'a demandé de présenter ce matin le projet Bicréatif qu'on coporte avec Muriel Valentin-Morison, qui est directrice de recherche à l'UMR Agronomie, aussi en région parisienne. Et ce projet Bicréative, comme le projet FAST dont vous parlera Fabienne après, il est financé par un gros appel à projet qui a eu lieu en 2019-2020, qui était initié par INRAE et les ministères, qui s'appelle Cultiver et protéger autrement, où l'objectif, c'était de proposer des projets qui permettent d'aller vers une agriculture zéro pesticide. C'était un appel à projet assez ambitieux, parce qu'on nous a demandé de penser des projets sur 6 ans, c'est des budgets qui sont dotés de 3 millions d'euros, donc ça fait des budgets assez conséquents, des projets assez conséquents qui émergent à cet appel d'offres. Et donc, il y a 10 projets qui ont été retenus, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, Bicréative est un d'entre eux. Alors, donc, je vais balayer un peu rapidement les différentes dimensions de ce projet, et puis j'espère qu'on pourra rentrer en détail avec vos questions. Donc, des quelques points généraux à retenir sur ce projet Bicréative. Il y a une double conviction qu'on a voulu essayer d'incarner dans ce projet. Donc, la première, c'est que on avait la conviction que pour arriver à penser une agriculture sans pesticides, il fallait prendre de front l'hypothèse, enfin le discours qu'on entend tout le temps, qui est de dire que ça nécessite d'agir de façon systémique. De fait, on a quand même pas mal de solutions qui sont travaillées depuis des années un peu partout. Donc, on avait le sentiment que, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on avait envie d'attraper dans ce projet, c'était l'idée de travailler cette échelle systémique, de penser les coordinations que le zéro pesticide exigeait entre les agriculteurs, les acteurs de l'amont, les acteurs de l'aval. Ce qui fait qu'en fait, une des premières lignes forces de Bicréative, ça a été de dire qu'on voulait essayer de se situer à l'échelle territoriale. Donc, échelle territoriale, pour nous, c'est à la fois des approches paysagères, mais aussi des approches multi-acteurs. Donc, ça, c'était un premier principe fort de ce projet. Le deuxième, c'était de dire, parler d'une agriculture sans pesticides, ça ressemble très fortement à un problème de conception innovante. C'est-à-dire quelque chose, ça définit un but. En revanche, en vrai, on ne sait pas complètement comment y parvenir. Et donc, arriver à penser une agriculture sans pesticides, ça nécessite un effort de type conception innovante. Et du coup, quand on combine les deux, il y a l'idée qu'on a besoin d'agir à l'échelle territoriale et de penser ça comme un processus de conception. Et c'est pour ça que l'objectif qu'on s'est défini dans Bicréatif, c'était de concevoir des territoires zéro phyto avec et pour les acteurs des territoires, et faire ça en étant très interdisciplinaire, puisqu'il y avait l'idée de mobiliser et de générer des connaissances qui étaient à la fois biologiques, écologiques, agronomiques et socio-économiques. Alors, au niveau de la structure du projet, en fait, on a organisé ce projet pour qu'il soit structuré par les grandes activités qu'on connaît des processus de conception. Donc, ce qu'on sait de ces processus de conception, c'est des processus de type résolution de problèmes, mais très particuliers, parce que par rapport à une résolution de problèmes plus classique, qui mobiliserait des processus un peu de décision, on a besoin en fait de clarifier qu'est-ce qui pose vraiment problème, d'arriver à le formuler, c'est pas inné. On a besoin d'imaginer des solutions qui n'existent pas encore, et on a besoin de faire fonctionner ça en articulation. C'est-à-dire que quand on avance dans la définition de solutions, bah, ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui fait problème dans le territoire en l'occurrence. Et donc les 3 WP donc les 3 work packages, 3 grands axes du projet, ça reprend ces 3 grandes activités des processus de conception. La partie qu'on a appelée comprendre, essayer de définir dans les territoires ce qui va engager collectivement des acteurs. Au-delà de juste zéro phyto, comment est-ce qu'on peut décliner ça de façon un peu plus précise? Donc, il y a toutes ces idées d'arriver à poser un diagnostic initial et d'anticiper ce qui pourrait être verrouillage, les dynamiques d'acteurs, etc. Ça, c'est notre premier work package. Le deuxième, il se concentre sur la partie
je vais dire générativité, c'est-à-dire l'idée, c'est d'arriver à créer des solutions innovantes pour arriver à co-concevoir ces territoires zéro phyto. Et le troisième work package, il est vraiment centré sur les questions d'évaluation, évaluer les performances, les impacts, les services de ce qui est mis en place dans les territoires, parce que c'est ce work package d'évaluation, enfin ces activités d'évaluation qui permettent de constamment articuler le WP1 comprendre, le WP2 créer. Donc, on a vraiment fait ce pari-là dans le projet Bicréatif de dire on va faire de la recherche en se disant qu'on on est dans des démarches de conception. Donc, vous voyez, ça correspond à des méthodos de recherche, des principes un peu différents d'habitude. On ne peut pas travailler en silo. C'est compliqué, vous voyez qu'on a besoin d'articuler constamment nos 3 WP. C'est très inductif. On arrive avec des méthodes, des idées, des acteurs, comme je vais vous le montrer après, mais en fait, tout dépend de ce qui se passe dans les terrains concrètement. Donc voilà, c'est des projets de recherche un peu, en tout cas pas habituels, et qui ont leur particularité du coup en termes d'animation et de timing. Et donc, voilà, les 3 WP, ils visent à chacun permettre d'avancer collectivement sur des méthodes génériques, des connaissances qui vont soutenir les processus de conception. Puis après, l'idée, c'est que tout ça se déploie dans 9 territoires. Donc voilà notre dispositif de recherche. Ce que je vous disais, en fait, toute notre matière, c'est des dynamiques réelles de conception qui vont se déployer dans des territoires, à la fois des territoires, je vais dire, réels, et puis des territoires expérimentaux. Donc vous avez ici notre dispositif. Vous voyez qu'on a... Alors, initialement, on avait 10 territoires, qu'on appelle territoires cas d'études. Qui ont une diversité de contextes pédoclimatiques, agricoles. On a quand même beaucoup de productions différentes. Donc, des territoires réels dans la zone de Chaours, de Vrouze, donc Chaours Nord-Bourgogne, de Vrouze Sud-Bourgogne, la zone du Pilat entre Saint-Étienne et Lyon, la zone Plaine Ouest Montpellier, la zone de Cognac, la zone de Saint-Laurent-de-Laprée, donc Marais-Poitevin, et la zone de Saffré entre Rennes et Nantes, mais c'est vous les plus spécialistes que moi. Et donc, ensuite 2 territoires expérimentaux, le territoire de Cassis au sud de Dijon, sur l'unité expérimentale de la Bretonnière, et le projet Z, après vous me direz si vous en avez entendu parler. Là, on est vers Valence. Et on a affaire à une expérimentation, c'est ce que vous voyez à côté, un verger circulaire zéro phyto assez particulier, plus un réseau d'agriculteurs, la Scarabée, en région parisienne. Donc 10 territoires initialement, et vous voyez, en fait, Cognac n'a jamais démarré. Ils étaient partants, et puis je crois que l'ambition du projet a, je sais pas, peut-être été un peu effrayante, ou les conditions ne sont pas bien marquées. Toujours est-il que Cognac, c'est un territoire qui n'a finalement pas démarré. Et dans chaque territoire, on a un duo de porteurs, un porteur académique qui appartient au consortium des chercheurs de Bicréative, et puis un porteur local, c'est un partenaire un peu privilégié sur lequel les scientifiques s'appuient en particulier pour travailler dans ces territoires. Je vous ai mis ici dans les points généraux aussi les disciplines, les partenaires présents dans le projet. Je vous disais, bon, c'est voilà, très interdisciplinaire. Et en termes de partenaires, on a un gros tropisme INRAE avec pas mal d'unités INRAE, mais aussi des collègues de l'ISARA, en particulier sur la zone du Pilat, le Muséum national d'histoire naturelle, et puis l'ANSSI, les ateliers qui sont des designers. Voilà pour un balayage très rapide des grandes, du squelette du projet. Après, ce que je me proposais de faire, c'était de rentrer dans la description, mais très rapide, de chaque WP, et surtout des dynamiques transversales au projet. Ah oui, alors ce que je ne vous ai pas dit, pardon, c'est que c'est des projets qui ont démarré finalement mi-2021, enfin, oui, ça doit être en avril 2021, et donc on est à, en gros, une grosse année de projet, mais ça reste des projets, enfin, je vous disais, c'est des projets sur 6 ans, donc on se considère toujours un peu en phase de démarrage, surtout dans notre cas où on dépend énormément de ce qui se passe dans les territoires, comme je vais y revenir de toute façon.
Donc, pour vous donner à voir très rapidement, alors moi, je suis dans la coordination du projet et je suis aussi coporteuse avec d'autres du WP2. Donc, je vous donnerai juste un tout petit peu plus de détails sur le WP2 et je passe un peu plus vite sur les WP1 et 3 en espérant pouvoir répondre à vos questions ensuite s'il y en a. Donc, WP1, je vous disais, c'est celui qui s'appelle comprendre. Ici, vous voyez, on a reformulé pour être un peu plus précis. L'idée, c'est d'analyser les verrouillages sociotechniques qui peuvent exister dans les territoires et d'identifier des marges de manœuvre qui permettraient d'aller vers des territoires zéro phyto. C'est un WP qui, vous avez à droite les collègues qui le portent. Je ne sais pas si c'est des noms que vous connaissez. Mireille et Marion sont à Éco-Développement Avignon. Jean-Marc Ménard s'adapte avec moi. Donc l'idée, c'est que, vous voyez cette figure, je ne sais pas si on voit ma souris, mais on a représenté les 6 années du projet et chaque ligne ensuite, c'est un territoire du projet. Dans ce WP1, ce qui va se passer, c'est d'une part qu'il va y avoir construction d'un cadre analytique qui permette d'essayer d'analyser ces jeux d'acteurs, ces dynamiques d'innovation, les verrouillages en place, etc. Donc, depuis le début du projet, il y a eu l'idée de faire avancer la méthode qu'on appelle de diagnostic sociotechnique. Alors, c'est un raccourci de diagnostic des freins et leviers sociotechniques au processus d'innovation dans les systèmes agroalimentaires. En plus court, on l'appelle DST. En fait, il y avait des propositions qui avaient été faites dans des thèses avant et le projet a vraiment été l'occasion de faire plus de recherches sur cette méthode, de monter en généricité. Donc, on en est au stade où on a produit une première version de ce guide méthodologique plutôt à destination de chercheurs. Il y a eu un stage pour essayer de le penser pour des non-chercheurs également. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'action, construction du cadre, des outils pour arriver à faire des diagnostics des territoires. L'action 2, c'est d'aller réaliser ces diagnostics sociotechniques dans les territoires du projet. Et puis l'action 3, ce sera d'analyser sur toute la durée du projet comment les systèmes sociotechniques se sont reconfigurés dans les territoires qui auront bougé sur les 6 ans du projet. Voilà un très rapide donc, sur la structure de ce WP1. Le WP2, donc c'est celui qui porte plus sur la création de solutions innovantes pour arriver à concevoir ces territoires zéro phyto. Donc, je suis rentrée un petit peu plus dans le détail, mais pas trop quand même, pour vous dire que c'est un WP où il y a beaucoup de choses qui s'articulent. On a 3 actions. La première va vraiment se centrer sur les questions de connaissances. En fait, ce qu'on essaye de suivre dans ce bout-là du projet, c'est quelles sont les connaissances qui sont utiles pour alimenter des acteurs qui cherchent à voir comment faire du zéro phyto dans leur territoire, des connaissances qui sont décalantes, c'est-à-dire qui vont alimenter leur créativité, et quelles sont les connaissances également manquantes. Qu'est-ce qui ressort dans nos différents territoires sur ce qui est vraiment gênant, bloquant en termes de connaissances, et comment, avec l'idée que derrière, du coup, ça nous permet de dire, OK, si on voit toujours un trou de connaissances toujours le même, on va mettre des moyens dessus. Donc voilà, ciblage connaissance dans cette première action 1. L'action 2, elle est vraiment concentrée sur toutes les façons d'animer, d'outiller nos collectifs territoriaux pour stimuler de la créativité dans les territoires. Donc c'est un WP où on va décortiquer tous les moments de co-conception entre acteurs, les ateliers de travail, etc. On va essayer d'analyser les freins et moteurs à la créativité dans ces cas-là, quelles méthodes on peut mobiliser, comment on accompagne la génération de solutions intéressantes. Et puis l'action 3, c'est tout ce qui est analyse transversale de ce qui se passe dans les territoires. L'idée, c'est, en se servant du contraste qu'on voit entre nos différents territoires, on se donne on se dit, bah, il y a des axes d'interrogation partagés qui vont émerger petit à petit et on va mettre des moyens dessus pour avancer. Donc là, on commence à voir émerger des questions, par exemple, sur les postures de recherche des chercheurs, les postures des chercheurs vis-à-vis des partenaires. On voit aussi émerger des questions sur la façon dont toute la partie diagnostic, le WP1, est remobilisée pour la partie créativité, le WP2, avec plein de gens qui se demandent comment on passe de tout ce diagnostic, toute la matière là, qui se sont constituées sur les territoires à des parties plus ateliers de conception, par exemple. Mais bon, ça, c'est assez inductif, on les voit émerger au fur et à mesure. Je vous ai mis quelques avancées récentes sur ce WP. En fait, on a aujourd'hui des territoires qui rentrent juste dans les phases de conception. Beaucoup ont fait
ont plutôt travaillé sur le WP1 jusque-là. Alors, c'est beaucoup plus bouclé que ça, itératif que ça, mais en gros, voilà, il y a quand même plus de moments de travail collectifs qui étaient plutôt pour cerner les objectifs en commun que pour aller déjà vers des pistes de solutions. Et cet automne-hiver, on a pas mal d'activités prévues sur des ateliers de conception. Donc voilà, on rentre vraiment dans la phase où le WP2 va être très intense. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé depuis le début du projet, c'est des séances de travail avec les porteurs locaux, les porteurs académiques sur les méthodes de conception qui étaient à disposition. On a eu des séances de travail aussi sur les questions de créativité, les moteurs de la créativité, les grands principes de la créativité. Voilà. Et puis, on s'est doté aussi d'une façon de préparer et de débriefer les moments de conception collective pour avoir une grille à partager entre nous. Et voilà, toujours cet inventaire aussi des méthodes de conception. Et ce qui a aussi démarré de façon assez intense depuis le début du projet, c'est toute la question de garder des traces de ce qui se passe. Parce que, comme je vous disais, c'est assez inductif, tout ce truc-là. Il y a des choses, des questions qui vont apparaître dont on n'a pas forcément connaissance aujourd'hui. Et si on veut pouvoir les travailler, faut qu'on ait un matériau depuis le début du projet. Donc, on s'est doté d'un dispositif d'entretien trimestriel avec chaque porteur de territoire, les porteurs académiques et locaux. On a un suivi spécifique de tous les CDD, parce qu'on a beaucoup de CDD dans ce projet. Et donc, chaque fois qu'ils partent, on a de la connaissance des territoires qui s'en vont. Donc, on a une façon de garder des traces de tout ce qu'ils ont fait. Et puis, un tableau de suivi simple pour savoir retracer ce qui se passe dans chaque territoire. Ça, c'est une question qui me préoccupe beaucoup, moi, à titre personnel. Mais c'est voilà, sans doute plus une question de chercheur, c'est de se dire d'avoir les moyens ensuite de dire quelque chose d'intelligent sur ces dynamiques transversales, l'analyse transversale des dynamiques dans les territoires. Sur le WP3, donc je vous disais, c'est WP centré sur les questions d'évaluation. Et alors, c'est un WP où on a deux branches assez différentes. Le premier est la première sous-action de l'action de ce WP est assez analytique. On a là des chercheurs qui vont aller creuser des questions assez spécifiques sur l'analyse et la modélisation de services écosystémiques. Donc, c'est des gens qui vont vraiment creuser sur des processus avec des dispositifs de collecte de données biodives, etc. On a de l'analyse de des services de pollinisation, des services de régulation. Donc voilà, on a des gens qui se servent notamment des deux plateformes expérimentales de Cassis et du verger circulaire à Gautron vers Valence pour aller vraiment avoir de la production de connaissances assez fines sur les services écosystémiques qui sont nécessaires pour permettre de se passer des phytos. Et puis l'autre action du WP3, pour le coup, elle essaye là de prendre de front la question de l'évaluation à l'échelle territoriale. Comment on fait pour se doter d'un cadre d'évaluation qui soit multicritère, multi-enjeux, multi-acteurs, voilà, qui est assez... la question est en fait assez complexe. Donc, il y a des propositions d'outils dans le consortium, mais c'est des outils de recherche extrêmement lourds. Ça ne marche pas bien sur ces territoires, sur des territoires réels. Donc, voilà, comment on prend cette question-là? Alors, je voulais juste vous donner un petit peu, avoir des choses un peu transversales. Du coup, après cette présentation sur les WP, la première, c'était pour vous faire un panorama où on en était dans les différents territoires. Bon, peut-être que je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Je vous l'ai dit, en gros, les gens ont fait pas mal la partie analyse des dynamiques locales, des acteurs en présence, des types de voies à privilégier. Et aujourd'hui, ils attaquent plutôt les phases de conception. Alors, on pourra revenir en détail si vous voulez. Et je reviendrai en particulier sur l'exemple de Safré. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser comme ils ne sont pas très loin de Bretagne. Je voulais aussi pointer le fait qu'en fait, par construction, et de plus en plus que le projet avance, on voit à quel point il y a différentes perspectives qui sont en train de se mélanger pour travailler sur cette idée de zéro phyto. Dans certains territoires, ce qui est vraiment clé, c'est la partie diversification. Pour d'autres territoires, c'est l'intégration culturelle vache qui ressort comme le levier principal pour aller vers ça. On a
d'autres territoires où on voit un rôle assez important des acteurs de l'aval, des acteurs de la commercialisation, de la transformation qui pèsent, enfin qui est vraiment la voie d'entrée pour arriver au zéro phyto. Et puis d'autres territoires encore où c'est les politiques territoriales des métropoles, le rôle des métropoles ou des grands acteurs associatifs ou institutionnels qui pèsent, enfin qui donnent des entrées pour aller vers du zéro phyto. Et donc, vous voyez, si on met ça en musique sur nos différents territoires, je vais les passer vite. Vous voyez que par exemple à Safré, mais je vais y revenir. Ouais, du coup, je vous parle juste de Safré après, donc je ne le déflore pas tout de suite. Chaours, que vous connaissez peut-être, il y a un fromage assez renommé là-bas. C'est ce qu'on voit mobiliser, c'est l'intégration culture-élevage et puis le rôle décisif des acteurs de l'aval, les fromagers, qui vont permettre d'essayer d'aller travailler cette question du zéro phyto. À Devrouze, Sud Bourgogne, c'est des problématiques d'impasse de colza. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Sur les régions centre, c'est assez massif aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment la question de la diversification qui va être vue comme point d'entrée. Et puis nos deux grosses zones, Pila, Plaine Ouest Montpellier, qui sont très proches de zones urbaines, qui ont des plans d'alimentation territoriaux massifs, etc. Là, il y a plein de choses qui viennent s'articuler, mais en tout cas, les politiques territoriales pèsent fortement. Et donc, pour finir, j'essaie de ne pas être trop longue. Je voulais juste rentrer peut-être un peu plus dans l'exemple de Safré, qui est donc un des territoires du projet. Je me suis dit que ça pouvait... je crois que c'est coupé en bas, non, peut-être pas. Vous intéresser, je ne sais pas à quel point c'est une zone avec laquelle vous travaillez déjà, enfin que vous connaissez, mais donc c'est un des territoires, on est entre Nantes et Rennes. On a affaire à un territoire où il y a une SAU d'environ 6000 hectares. Historiquement tourné vers l'élevage. Voilà, vous avez donc beaucoup de prairies, mais aussi de maïs, céréales et une zone qui est quand même déjà pas mal en bio, avec 20% de surface en bio. Et c'est un bassin d'alimentation de captage, Grenelle, qui s'est doté en fait d'une charte tous Acteurs là que vous voyez en haut à droite, où le syndicat, enfin pas le syndicat, Atlantico, qui est l'instance de gestion de l'eau locale, avec les agriculteurs, s'est fixé un objectif de non-usage des produits phyto à l'horizon 2040 depuis un petit moment déjà. Et donc, voilà, c'était pour vous montrer un peu comment ça s'était passé, ce qui se passe aujourd'hui à Safré. Donc, il y a eu toute une partie analyse des attentes des agriculteurs. Fin 2021, début 2022, il y a eu mobilisation d'un outil de scénarisation qui s'appelle Coquelicot pour regarder les tendances actuelles d'évolution du territoire et puis prolonger ces tendances vers 2030-2040 pour voir si ces tendances se maintiennent, qu'est-ce que ça va produire, comment on fait pour arriver à du zéro phyto. Donc, ils ont constaté à ce moment-là qu'il y avait une tendance à la céréalisation, ce qui a fait émerger dans l'atelier, vous voyez en orange, atelier de conception de scénarisation, 2 questions. Les agriculteurs ont pointé 2 questions, se demander comment on pouvait faire pour favoriser le maintien de l'élevage sur le territoire. Et puis, autre volet, se dire comment on pouvait faire du sans phyto, sans élevage dans la zone. Ils ont décidé collectivement de creuser la première question, comment favoriser le maintien de l'élevage sur le territoire. Ce qui a lancé, en fait, on a un CDD qui a été recruté sur le budget Bicreative, mais qui est localisé à Atlantico, qui a fait une traque aux innovations, c'est-à-dire essayer de repérer comment les gens s'y prennent dans la région pour améliorer la rémunération du lait, de la viande, et puis qui oriente aussi la réalisation d'un diagnostic sociotechnique sur les freins et leviers à la mise en œuvre de solutions permettant de mieux rémunérer les éleveurs dans la zone de Safré. L'idée, c'est que tout ça donne de la matière pour refaire des ateliers de conception avec les agriculteurs de Safré, là pendant l'hiver. Voilà. Bon. Je suis déjà un peu en retard, donc je m'arrête là, mais voilà, dispo bien sûr pour répondre à vos questions. J'espère vous avoir donné un panorama assez large du projet.